qu'est-ce qui se passe? Messieurs, dames, premier thread d'horreur qu'on tourne dans ce nouveau décor, je suis ravi. Alors, quelles vont être les 3 histoires du jour? Les mécaniques vont-elles être satisfaisantes? Mais attendez, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va faire une histoire bonus qui s'intitule l'histoire hashtagade de Julie. Oh, comment j'essaie de vous arnaquer. Non mais attendez, on a écrit un truc et tout, j'aime bien. Vroom vroom. Bonjour, il me faut de l'essence. Bonjour, moi c'est Marc. Ok, moi c'est Jennifer. Vous voulez un conseil? Non, juste de l'essence. Vous n'êtes pas en sécurité. Oh purée de pommes de terre. Je suis dans un thread d'horreur, c'est ça? Non, pas du tout. Je parlais de votre ordinateur. Qu'est-ce qu'il a mon ordinateur? Il a besoin de NordVPN. Je savais que j'aurais dû aller à l'autre pompe. L'essai sans risque. Vous êtes garanti 30 jours vous rembourser. Mais je sais même pas ce que c'est. C'est un réseau privé virtuel qui vous permet plein d'avantages, comme par exemple regarder le catalogue Netflix des autres pays. Est-ce qu'il me permet de faire le plein d'essence? Non. Mais vous pouvez surfer en toute sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics. Super et bien, merci du conseil. Maintenant grâce à mon lien en description et mon code promo Squeezie, vous obtiendrez un abonnement de 2 ans et un mois supplémentaire avec une super réduction. Maman, je vais être en retard à l'école. Attends Timothée, le monsieur nous fait un placement de produit. Ça ne m'intéresse pas. Timothée, est-ce que tu aimes Demon Slayer? De fou. Avec NordVPN, tu peux te connecter au Japon et voir tes mangas préférés sur le catalogue Netflix japonais. Ok, je veux bien le code promo finalement. Non. Il est valable pour tout le monde sauf pour toi. Je vais mettre le feu à votre station. Rendez-vous en description. Pas mal, merci Julie, on passe à la première vraie histoire. Et attendez, avant qu'on commence, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui regardent les threads d'horreur en couple, qui prennent ça comme un prétexte pour se coller à leur amoureux ou amoureuse. Collez-vous, prenez-vous dans les bras, que de l'amour, ça me fait plaisir. On commence tout de suite avec la première histoire qui est celle de Alix. L'histoire se passe quand Alix avait encore 14 ans. Faut savoir qu'Alix est l'aîné de la famille, et donc comme tous les aînés parmi vous, vous le savez, on vous a déjà demandé de garder le petit frère ou la petite sœur. Et ben à l'époque, Alix, on lui a demandé de garder ses 3 petits cousins. Ça fait beaucoup de responsabilités pour un ado de 14 ans. Sa tante et son oncle lui demandent de faire la babysitter parce qu'ils se rendent à un mariage. Ils vont donc passer la journée à plus d'1 heure de la maison et rentrer très tard. Mais alors où est donc cette maison? Elle est en Pennsylvanie, c'est une grande maison familiale qui est sur un flanc de montagne, au milieu de rien, vraiment de rien. Et la route principale la plus proche, donc une route assez fréquemment empruntée, est à 1 km de la maison. Bon, en gros, vous l'aurez compris, on parle vraiment d'une maison bien isolée. Tu te retrouves pas proche de cette maison accidentellement, c'est pas possible. Bref, avant de partir, sa tante et son oncle lui laissent de l'argent pour commander des pizzas. Ils lui laissent aussi leur numéro de téléphone portable à côté de la ligne fixe du téléphone de la maison. Parce que oui, ça se passe au début des années 2000, donc Alix n'a absolument pas de portable et elle dit que même si elle en avait eu un, vu l'endroit où est la maison, elle aurait probablement pas eu de réseau du tout. Bref, il est 20 h, le bébé de 1 an dort, l'enfant de 4 ans est posé devant la télévision dans le salon et à l'étage, Alix est en train de jouer à Guitar Hero avec l'enfant de 8 ans. Alix, dans la pièce où elle est, en regardant à gauche, elle a une vue sur le salon dans lequel donc il y a l'enfant de 4 ans qui est posé devant la télé. Et en regardant à droite, il y a une fenêtre qui mène sur une allée. Quand on prend à droite cette allée, en arrivant devant la maison, il y a un abri à voiture qui est prévu pour pouvoir se garer là. Mais cette allée, elle continue aussi un peu plus loin et elle fait le tour, elle passe aussi derrière la maison. Sauf que personne ne vient jamais en voiture derrière la maison puisque ça sert à rien, étant donné qu'ils utilisent l'espace arrière comme cour de récré pour les enfants. Donc il y a plein de jouets qui traînent, il y a souvent des enfants dehors qui jouent. Bref, que ce soit l'oncle et la tante de Alix ou tous leurs amis, personne n'amène jamais sa voiture derrière la maison. Dans cette cour de récré, il y a évidemment un garage, mais qui en réalité ne stocke aucune voiture, c'est plus l'atelier de l'oncle d'Alix dans lequel il bricole. Et dans ce garage, il y a une porte qui mène à l'intérieur de la maison. Maintenant que vous avez tout ça en tête, petite avance rapide. Il est plus 20 h, il est 22 h, il fait nuit noire. Alix est toujours avec son cousin en train de jouer à Guitar Hero. Et sur sa droite, il y a une lumière à travers la fenêtre qui attire son œil. Alix, elle pense dans un premier temps que sa tante et son oncle sont de retour plus tôt que prévu. Sauf qu'en tournant la tête, elle s'aperçoit que c'est pas du tout les phares du monospace de sa tante, mais que c'est les phares d'un énorme truck. Elle a donc jamais vu ce véhicule et en plus de ça, elle comprend que le véhicule n'est pas en train de se garer sous l'abri à voiture qui est devant la maison, mais il est en train de continuer son chemin dans l'allée pour arriver derrière la maison. Elle en déduit donc immédiatement que cette personne n'est pas une habituée des lieux et qu'elle est jamais venue ici. Alix descend dans le salon et elle prend immédiatement le téléphone de la ligne fixe pour appeler le 911, la police. Elle a même pas le temps d'avoir un opérateur au téléphone qu'elle entend la porte du garage être secouée violemment. Elle comprend donc vite la situation. Un inconnu essaie d'entrer dans la maison, dans laquelle il y a juste elle et ses 3 petits cousins dont elle doit s'occuper. Et là, soulagement pour Alix, elle a enfin un opérateur au téléphone. Opérateur qui va rapidement lui expliquer qu'il y aura personne sur place avant 30 minutes puisque la maison est complètement perdue au milieu d'une montagne. L'opératrice lui dit qu'elle va la garder en ligne pendant ce temps et elle lui demande aussi le numéro de sa tante pour la prévenir, pour qu'elle rentre plus tôt que prévu du mariage. Alix se retourne pour prendre le papier que sa tante lui a laissé, papier sur lequel il y a le numéro de téléphone de sa tante, et en se retournant, elle voit à travers une fenêtre un homme. Et cet homme, il est en train de lui sourire, comme si la situation l'amusait. Alix, elle est complètement terrorisée, et avant même qu'elle puisse dire quoi que ce soit à l'opérateur, il y a Jake, son petit cousin, qui regarde l'inconnu dehors en disant « Monsieur Jim ?»
Jake il dit ça d'une voix confuse, comme s'il était ni content ni soulagé de voir Monsieur Jim. Et en voyant la réaction bizarre de Jake, Alix elle regarde l'inconnu et elle lui explique qu'elle est au téléphone avec la police et qu'ils sont déjà en route. L'inconnu regarde Alix droit dans les yeux, il fronce les sourcils et il prend quelques secondes à lui comme pour réfléchir de ce qu'il allait faire. Et finalement, il recule et il disparaît dans l'obscurité. Quelques minutes plus tard, Alix voit les phares du camion se rallumer et elle le voit partir et descendre l'allée. En rentrant, l'oncle d'Alix était apparemment furieux contre ce Monsieur Jim. Et la tante d'Alix, elle, semblait très en colère contre l'oncle d'Alix de pas avoir déjà réglé ses histoires avec Monsieur Jim comme elle le lui avait déjà demandé. En fait, Alix, elle le savait pas à l'époque, elle a compris beaucoup plus tard, mais son oncle, il avait un problème d'addiction à une drogue, et ce Monsieur Jim, c'était le dealer de son oncle. Et ce dealer, il avait apparemment pas été payé depuis un petit moment. Et il était donc venu pour foutre le bordel et faire pression sur Monsieur Jim pour qu'il le paye. Sauf que c'est pas sur Monsieur Jim qu'il est tombé, c'est sur Alix, 14 ans, qui s'occupe de 3 enfants, seul dans une maison isolée. Et en plus, ce dealer apparemment prenait du plaisir à terroriser une enfant. C'est terrible, j'aurais jamais assumé. Bilan de cette histoire, avant de faire du babysitting et de garder vos petits cousins, soyez au courant des histoires de vos oncles et tantes. Hein. Voilà, un mec qui vient toquer pour embrouiller l'oncle, sauf qu'il tombe sur toi, voilà, c'est vite arrivé. Il est maintenant temps de passer à la deuxième histoire, celle de Coralie, qui n'a rien à voir. C'est une histoire qui s'est passée en 2017 quand Coralie avait 19 ans. À l'époque, elle vit dans l'une des nombreuses banlieues résidentielles de sa ville. Elle explique qu'à l'époque, elle est un peu naïve, elle considère qu'elle vit dans un endroit qui est hyper safe, qu'il est jamais rien arrivé de mal dans sa résidence, etc. Et du coup, elle fait des trucs qu'elle se permettrait plus de faire aujourd'hui. Alors c'est pas du tout des trucs de ouf, hein, c'est juste sortir ou rentrer tard quand il fait nuit, seule. Mais cette année-là, il y a 3 trucs de bizarres qui lui sont arrivés. Et le dernier de ces 3 trucs a radicalement changé son comportement. Un soir, Coralie, elle sort assez tard des cours, et il est aux alentours de 22 h. Elle prend le bus, elle descend à l'arrêt de bus le plus proche de chez elle. Elle a étudié toute la journée, il est tard, elle est clairement fatiguée et pas très attentive à ce qui se passe autour d'elle. Mais en se dirigeant vers son immeuble, elle remarque quand même qu'elle vient de passer à côté d'une personne accroupie dans le noir. Évidemment, ça l'a un peu fait bader, elle a pas pris le temps de s'arrêter, elle s'en fout, chacun sa merde. Et puis un peu plus tard, quand elle s'apprête à se coucher, elle entend des bruits de bagarre qui viennent de l'extérieur. Coraline, elle habite au 2e étage, donc elle se dirige vers sa fenêtre pour l'ouvrir et demander si tout va bien. Et le temps qu'elle l'ouvre, il y a plus un bruit à l'extérieur. Bon, Coralie, elle va clairement pas descendre et aller dans la rue voir si tout va bien. Elle envoie juste un message au propriétaire de son appart pour le prévenir de ce qui vient de se passer, de ce qu'elle a entendu. Et puis elle va se coucher. Et là, il va rien se passer pendant plusieurs semaines. Mais un soir, il est tard, Coralie part de chez elle pour aller faire des courses avant que ça ferme. Et sur le retour du chemin des courses, en marchant vers son immeuble, elle voit de nouveau quelqu'un accroupi, cette fois près d'un buisson, près de son bâtiment. Et cette fois, cette personne accroupie, elle est face à Coralie et elle la regarde. Coralie, face à ça, elle sait pas trop quoi faire et elle fait naïvement un signe de main. Et la personne qui la regarde, elle, ne réagit absolument pas à ce signe de main. Coralie se dirige vers son bâtiment, elle passe à quelques mètres de cette personne et puis elle arrive à rentrer chez elle dans son appartement et tout va bien. En fait, dans ce genre de situation, c'est très compliqué de réaliser qu'il se passe un truc anormal et alarmant. T'es très souvent dans le méga déni. Tu continues à faire ta vie, tu fais comme si ça existait pas et là, c'est exactement ce que Coralie, elle fait. Elle envoie donc une nouvelle fois un message à son propriétaire pour lui dire hey, au fait, j'ai revu la personne que j'ai vue il y a 4 semaines qui était immobile accroupie. Et son propriétaire lui répond qu'il a reçu plusieurs messages d'autres locataires qui lui ont signalé la même chose. À partir de là, 3 mois passent sans qu'elle retombe sur cette personne. Jusqu'au 3e incident qui, cette fois, n'a pas laissé Coralie indifférente. Ce soir-là, Coralie, elle est chez elle avec son mec et ils viennent de s'embrouiller. Son mec est saoulé, il décide de rentrer chez lui et Coralie se voit mal le laisser rentrer chez lui seul. Comme il habite pas très loin, elle décide de le raccompagner chez lui à pied. Et sur le chemin du retour, quand Coralie est seule, elle tombe une nouvelle fois sur cette fameuse silhouette, qui est cette fois non pas accroupie dans un buisson, mais debout sous le réverbère au milieu de la route. Sauf que là, Coralie, pour rentrer chez elle, elle doit vraiment passer à côté de lui et elle le sent pas du tout. Du coup, elle s'est cachée derrière un arbre en attendant qu'il dégage. Et là, les minutes passent, mais le mec ne bouge pas. Il reste là, debout au milieu de la route, à regarder au loin. Elle arrive pas du tout à comprendre ce qu'il veut parce que c'est incompréhensible, quelqu'un qui est immobile au milieu d'une route sous un lampadaire. Enfin, qu'est-ce qu'il fout quoi? Sauf qu'après 30 minutes à attendre derrière l'arbre, Coralie, elle a envie de rentrer chez elle. Et donc, elle se dit bon, franchement, j'abuse. Franchement, j'abuse. Le mec, il est juste là debout à regarder des trucs. Je m'en fous. Qu'est-ce que je raconte? Je suis parano. Elle se relève donc et elle se met à marcher vers son bâtiment en essayant d'avoir l'air le plus neutre possible. Elle s'approche doucement de cet inconnu et puis elle arrive à son niveau. Et en passant à côté de lui, elle a un vieux feeling. Elle se dit, je le sens pas, je vais courir maintenant. Et au moment où elle se met à courir, le mec derrière lui crie dessus. Coralie, elle court de toutes ses forces sur le gravier, et dans sa course, elle a l'impression d'entendre du gravier bouger derrière elle, comme si le mec lui courait après. Elle réussit à rentrer dans le bâtiment, à fermer la porte, et elle trace jusqu'au 2e étage, jusqu'à chez elle, et elle appelle immédiatement la police. Et d'ailleurs, elle appelle pas que la police, elle appelle aussi ses voisins dont elle a le numéro, des membres de sa famille, son mec, bref, tout le monde est au courant de ce qui vient de lui arriver. Les jours passent, Coralie ne sort plus quand il fait nuit, elle est quand même bien choquée de ce qui vient de lui arriver, et c'est normal, c'est choquant. Et puis elle a des news de son propriétaire. Il a pu se procurer les images de vidéosurveillance de l'incident survenu quelques jours avant, et malheureusement, Coralie n'a rien inventé. Sur les images de la vidéosurveillance, on voit bel et bien l'inconnu courir après Coralie, et se jeter dans un buisson juste après que Coralie ait réussi à rentrer dans son bâtiment. Et à partir de là,
plus aucune nouvelle. Coralie n'a plus jamais revu cette personne. Elle a jamais su ce qu'il foutait accroupi dans des buissons ou debout au milieu de la route dans son quartier tard le soir. Elle sait juste qu'aucun voisin ne l'a jamais revu depuis cet incident et qu'elle désormais elle évite de sortir ou de rentrer quand il fait nuit. Quoi qu'il en soit, si vous voyez des gens rôder bizarre dans votre quartier, être immobile, être chelou, faites-vous confiance, ce n'est pas normal. Voilà, prenez soin de vous, la sécurité avant tout, ça me fait bader. Maintenant je vais vous raconter l'histoire de Josh. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Josh à cette époque est chez lui avec son chien et avec le recul à chaque fois qu'il repense à cette histoire il se dit qu'est-ce que c'était que ce bordel. Ce jour-là il est 23 h, il fait nuit dehors et Josh il est posé devant sa télé avec son chien à côté de lui, le genre de soirée qu'on adore, et il entend une voiture devant sa maison couper son moteur. Josh prend pas la peine de se lever, il se dit que c'est probablement son voisin d'en face qui vient de rentrer du travail, mais son chien n'est pas du même avis et lui il décide d'aller voir par la fenêtre qui vient de couper le moteur de sa voiture. En allant voir par la fenêtre, le chien abîme un peu le store de Josh, ce qui force Josh à se lever et à aller auprès de sa fenêtre pour le remettre en place. Et en arrivant près de sa fenêtre, Josh il voit qu'à l'extérieur il y a bel et bien une voiture qui est garée devant chez lui. Il distingue pas trop de détails mais il voit que le conducteur est encore assis dans la voiture et ça l'interpelle pas plus que ça quoi. Les gens font leur vie, c'est un quartier, il y a du passage, bon il s'en fout. Il se sert un petit verre d'eau et il retourne se poser devant la télé à regarder sa série. Et là, 15 minutes après qu'il ait réparé son store et vu la voiture garée devant chez lui, Josh il entend quelqu'un tapoter à sa porte. Il précise, il entend pas toquer, il entend tapoter, c'est genre très léger. Josh met en pause sa série pour mieux entendre et son chien lui va s'asseoir devant la porte d'entrée. Et c'est là qu'il entend tapoter cette fois non pas à la porte d'entrée mais à sa fenêtre. Josh se lève, il va écarter 2 lamelles de son store pour voir qui est à la fenêtre et avant même qu'il ait le temps de distinguer le visage de cette personne, elle retourne tapoter à la porte d'entrée. Et cette fois le tapotement il va durer plusieurs dizaines de secondes. Et comme il attend pas de visite et que c'est pas du tout le genre de sa famille ou de ses amis de lui faire des surprises et de débarquer chez lui, il comprend que là il se passe un truc bizarre. Du coup il fait un move très malin, il ouvre ni la fenêtre ni sa porte d'entrée, il monte à l'étage de chez lui et il ouvre la fenêtre à l'étage. Il voit donc l'inconnu qui est en bas de chez lui et il lui dit bonjour, vous voulez quoi? Et ce mec lui répond que c'est le livreur de la pizza, qu'il a sa margarita et qu'il lui doit 20 $. Et là Josh il se sent méga con et immédiatement il se dit putain mais en fait le mec a tapoté parce qu'il est 23 h et il voulait pas faire trop de bruit pour les voisins, c'est tout. Par contre Josh n'a pas commandé de pizza et il le fait savoir. Il dit au gars mec je suis désolé mais j'ai pas commandé de pizza. Mais le livreur check son téléphone et lui dit écoute mec je suis bel et bien à la bonne adresse, je fais juste mon taf, descends et ouvre la porte. Sauf que même s'il fait sombre sur le palier de Josh, Josh voit bien que dans ses mains il a rien le mec. Et là l'échange va durer un petit moment et Josh n'en démord pas, il lui dit frérot je n'ai pas commandé de pizza, soit t'as la mauvaise adresse, soit tu t'inventes une vie et tu n'es pas livreur de pizza. Et là malgré tout ce que Josh va pouvoir dire à ce mec va pas arrêter de lui dire allez descends, ouvre-moi la porte, donne-moi ce que tu me dois et prends ta pizza s'il te plaît. À tel point qu'au bout d'un moment le voisin de Josh, celui qui habite en face, donc de l'autre côté de la voiture garée, sort de chez lui pour voir ce qui se passe parce qu'il entend du bruit depuis plusieurs minutes. Et en voyant ça, le livreur de pizza fantôme immédiatement retourne à la voiture, la démarre et se casse. Et c'est la fin de l'histoire de Josh. Encore à ce jour, Josh, il comprend pas ce qui s'est passé ce soir-là. Que voulait ce gars? Est-ce que le gars était peut-être dans une phase où il était complètement déséquilibré, il pensait vraiment qu'il venait livrer une pizza? Est-ce qu'il avait une stratégie malsaine derrière? Il fait genre que c'est un livreur et en fait, il rentre chez toi et il fait je sais pas quoi? Josh n'a aucune réponse, voilà. Il raconte juste ça en mode les gars, il m'est arrivé ça. C'est quoi cette merde? Merci, au revoir. Est-ce que c'est bon pour vous ce genre de rencontre? Ce genre d'interaction sociale avec d'autres humains? Est-ce qu'elles vous plaisent ces interactions? Portez-vous bien, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous étiez bien dans l'ambiance avec le décor. Moi je suis très content, je trouve que ça met encore plus dans l'ambiance. Et puis à très vite, gros bisous les squeezos.